Il y a 2500 ans, avant de devenir musulman, l'Iran était au centre d'un gigantesque empire de légende, l'Empire perse. Pendant presque 3 siècles, ils ont régné sur le monde. Mais que savons-nous de ces rois qui avaient pour nom Cyrus, Darius ou Xerxès? Au fond d'une plaine reculée, ils avaient bâti leur capitale, Persépolis, une étrange cité dont le faste légendaire fascina le monde antique. En 330 avant Jésus-Christ, les armées d'Alexandre le Grand, lancées à la conquête de l'Empire perse, ont détruit Persépolis. 2 siècles plus tard, nul ne savait plus ce qu'étaient ces gigantesques colonnes. La civilisation perse n'était plus qu'un mythe dont l'écho déformé nous est parvenu par les récits des auteurs grecs et latins. Mais aujourd'hui, grâce au travail d'une nouvelle génération d'archéologues et d'historiens, les fresques et les inscriptions miraculeusement retrouvées à Persépolis nous révèlent ce qu'était cette cité. Ces découvertes viennent bouleverser l'image que nous avions du monde perse et remettre en question certains des mythes de Persépolis. Au cœur d'une des vastes plaines de ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, se dressent les vestiges d'une ancienne cité de légende. Bâtie il y a près de 2500 ans, elle fut connue en son temps comme la cité la plus riche du monde. Puis, durant les 2000 ans qui suivirent sa destruction, elle sombra dans l'oubli, effacée de la mémoire des hommes en même temps que l'histoire du peuple qui l'avait bâtie. Les Perses restent un mystère à nos yeux. Nous les connaissons beaucoup moins bien que les Grecs, les Romains ou les Égyptiens. C'est pourquoi on peut dire qu'ils restent une des grandes énigmes de l'histoire antique. Jusqu'à une époque récente, l'Iran était inaccessible aux visiteurs occidentaux. L'agitation politique des années 1980 avait fermé les frontières du pays. Mais au cours de ces dernières années, la situation a évolué et les chercheurs peuvent enfin accéder à ces sites de légende. Le docteur Lloyd Llewellyn Jones a consacré 15 ans de sa vie à l'étude de la Perse antique. Mais c'est la première fois qu'il a la possibilité de se rendre à Persépolis, au cœur de la civilisation perse. En se rendant sur des sites comme Persépolis, on peut enfin commencer à donner un visage aux Perses, à mieux cerner leur identité. C'est incroyable. Ces gens savaient ce qu'ils faisaient. C'est bouleversant. Je suis vraiment ému. Découvrir ça dans la sérénité du petit matin avec juste ces chants d'oiseaux, c'est extraordinaire. Vraiment. Extraordinaire, Persépolis l'est sans doute, mais l'histoire ne lui a jamais rendu justice. Sans doute en partie parce que les Perses n'ont laissé que peu de traces écrites de leur histoire. L'histoire n'a pas d'importance pour les Perses. Ils ne racontent pas leur passé. Ce qui compte, c'est le moment même. Tout ce qui s'est passé dans le passé, s'il n'y a pas un lien direct avec le moment même, ça part dans l'oubli.
Nos sources perses sont vraiment très limitées. La plupart des choses que nous le savons à travers les sources grecques. Et l'image que nous avons à travers les sources grecques est vraiment très biaisée. Les Grecs portaient sur leurs puissants voisins un regard ambigu, nourri de nombreuses rancœurs. Les Perses avaient occupé les comptoirs grecs d'Asie mineure, incendié l'acropole d'Athènes lors d'une expédition de Xerxès et étaient intervenus en faveur de Sparte lors de la guerre qui l'opposait à Athènes. L'image des Perses est dévalorisée chez les auteurs athéniens parce que les Perses aident les Spartiates. Et donc on a dans une pièce d'Euripide un Troyen qui est représenté, et il est représenté avec tous les défauts qu'on attribue aux Perses, c'est-à-dire il est efféminé, il a des robes flottantes, il n'est pas courageux, il a une mentalité d'esclave. Et là, véritablement, on a cette espèce de rancœur des Athéniens à l'égard des Perses qui aident leurs ennemis. Les Grecs ont ainsi forgé une image des Perses, tour à tour efféminés ou cruels, despotiques ou décadents. Mais comment cette image pourrait-elle décrire un peuple qui a fondé puis gouverné pendant 250 ans un des plus vastes empires que la Terre ait porté ? C'est au sein des tribus nomades qui vivaient dans les plaines de la Perse que cet empire a pris naissance. En 550 avant Jésus-Christ, Cyrus, un chef tribal, se lança à la tête de son armée dans une campagne de conquête. Grâce à son charisme et à ce que les Grecs décrivirent comme la crainte qu'il inspirait et la terreur qui frappait les hommes en sa présence, Cyrus prit le contrôle de territoires de plus en plus vastes. En tout juste 30 ans, il jeta les fondations d'un empire qui allait s'étendre des frontières de l'Inde jusqu'à la Grèce et la Méditerranée, et de l'Éthiopie et de l'Égypte jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Russie. Plus de 30 peuples furent ainsi rassemblés sous l'autorité de l'homme qui se faisait appeler le roi du monde. Au cœur de cet empire, Darius Ier, le 4e souverain de la dynastie perse des Achéménides, commença en 515 avant Jésus-Christ la construction de Persépolis, sa nouvelle capitale. Elle s'est poursuivie jusqu'à sa destruction par les troupes d'Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ. La plupart des vestiges que nous pouvons voir aujourd'hui sont ensuite restés enfouis pendant plus de 2 millénaires. C'est seulement dans les années 1930 que les merveilles de Persépolis refirent enfin surface. Des fouilles mirent alors au jour de fabuleux bas-reliefs parfaitement conservés et les escaliers monumentaux qu'ils décoraient. Les archéologues venaient de découvrir un site d'une richesse inespérée. Ce site de Persépolis est un site assez imposant, on le voit de très loin dans la plaine. Il est situé à 80 km de Shiraz et est adossé contre le Kuhiramat, le monde de la miséricorde. La terrasse mesure 450 mètres sur 300 mètres et s'élève 12 à 15 mètres sur la plaine. L'emplacement choisi par Darius pour sa grande capitale défie l'imagination. Du haut de sa terrasse monumentale, il domine la plaine désertique qui s'étend à perte de vue. Les vestiges mis au jour permettent aujourd'hui d'imaginer le gigantisme de ces bâtiments. Ces colonnes s'élevaient à une vingtaine de mètres au-dessus de la terrasse. On ne trouve ici aucune trace d'une ville au sens traditionnel, juste un ensemble de palais et de monuments aux dimensions colossales. Persépolis était sans aucun doute une des plus imposantes réalisations architecturales du monde antique. Il se dégage du site une impression de puissance et d'harmonie qui dépasse les proportions humaines. Tout ici semble conçu pour frapper les imaginations. L'implacable perfection géométrique de ces bâtiments construits il y a environ 2500 ans continue d'imposer l'image d'un pouvoir sans limite.
Mais pourquoi, alors que l'Empire disposait déjà de 2 capitales, Suse et Ecbatane, Darius a-t-il construit cette étrange cité dans un endroit si reculé? Et comment les rois des rois pouvaient-ils diriger leur immense empire depuis Persépolis? L'empire achéménide était vraiment un empire très centralisé. Donc au centre, il y avait le roi, qui était en constant mouvement d'un palais à l'autre, selon les saisons, et puis les affaires de tous les jours étaient gérées par les satrapes. On a trouvé aussi de la correspondance entre les satrapes et le roi. Pour contrôler leur empire, les rois de Perse avaient développé un fabuleux réseau de routes, parfois taillées dans la montagne, qui permettait d'acheminer à tout moment l'information jusqu'à l'endroit où ils se trouvaient. Ce qui est frappant dans l'Empire perse, c'est la rapidité des communications. L'Empire perse est sillonné par des routes qui sont les routes royales, sur lesquelles des courriers crèvent leurs chevaux pour apporter les ordres du roi de Perse et rapporter les rapports. La hantise du roi de Perse, c'est que les grands satrapes répartis de la Bactriane, de l'Azerbaïdjan jusqu'à l'Égypte et de l'Égypte jusqu'à l'Asie mineure, ne deviennent indépendants. Donc à côté d'eux, ils ont les yeux du roi, qui sont des espions royaux, qui sont là pour les surveiller et qui envoient des rapports, et le roi envoie également des ordres qui parviennent extrêmement vite. L'Empire perse est un empire qui est prodigieusement innervé par ces routes, qui sont des routes de circulation et de communication. Une de ces routes reliait Persépolis à Suse, une autre capitale, puis continuait sur 1500 km vers l'ouest jusqu'à Éphèse. Passagarde et Ecbatane étaient également desservis par ce réseau qui se prolongeait à l'est jusqu'en Inde et au sud jusqu'en Égypte. Mais ce sont les messagers qui parcouraient ces routes qui ont frappé Hérodote au point qu'il écrivit à l'époque « Nul mortel ne se déplace plus vite que les courriers perses ». C'est une autre innovation des Perses qui avait rendu possible ce tour de force. À distance régulière, des relais de poste fournissaient aux courriers royaux des chevaux frais et des vivres qui leur permettaient de conserver une allure constante sur d'immenses distances. Une route très connue, par exemple, mène de Sardes dans Lydie à Suse, au cœur de l'Empire perse. Il faut savoir, par exemple, qu'une armée à la marche avait besoin d'à peu près 3 mois pour couvrir cette distance, quand même de 1400 km. Alors qu'avec des coursiers, on pouvait couvrir la distance en quelques jours seulement. Ces relais de poste étaient tenus par des soldats. Et pour la première fois dans l'Antiquité, voyageurs et marchands pouvaient se déplacer sur de vastes territoires sans craindre les bandits. C'est grâce à ce système que les rois de Perse pouvaient, depuis leur capitale, diriger leur gigantesque empire. Et selon les Grecs, ils le faisaient d'une main de fer. La crucifixion et le supplice du pal sont des supplices typiquement perses. Mais les Perses les utilisent assez peu. Et quand ils les utilisent aussi à l'égard de leur propre prince. Il y a un jeune homme qui se permet de violer une des suivantes de la reine de Perse. On le menace du pal ou bien de faire le tour de l'Afrique. Il essaie de faire le tour de l'Afrique, il s'arrête dans le golfe de Guinée, il revient et du coup on l'empale. Ce bas-relief de Bitertoun, au nord-ouest de l'Iran, nous présente effectivement une image brutale du souverain perse. On y voit Darius le Grand réduire en esclavage ceux qui menacent son trône. C'est un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de lui résister. Les textes grecs voyaient dans ces coutumes les preuves de la barbarie et de la cruauté des souverains perses. Mais dans les ruines de Persépolis, les chercheurs ont aussi fait une incroyable découverte qui allait permettre de s'affranchir du regard des Grecs et d'envisager la civilisation perse sous un jour différent. « 30 000 fragments de ces petites tablettes d'argile gravées en caractères cunéiformes l'écriture des anciens Perses. Elles constituent une des seules sources d'information de la main des Perses sur les réalisations de leur empire.
Le docteur Maria Brosius est une des rares personnes au monde à savoir les déchiffrer. Voici un exemple de ces tablettes d'argile découvertes à Persépolis. Les scribes prenaient un bloc d'argile humide et le tenaient ainsi dans leur main gauche. La forme s'ajuste parfaitement à celle de la main. Puis ils en gravaient la surface. C'est une sensation incroyable de savoir qu'un objet comme celui-ci a traversé le temps pour nous raconter comment était la vie il y a 2500 ans. Autant d'informations qui ne nous seraient autrement jamais parvenues. Ils nous apprennent comment vivaient les gens et comment fonctionnait cet empire. C'est ce qui me fascine. Mais ces tablettes nous ont aussi fait des révélations à propos de la construction de Persépolis. Elles portent les reçus et les factures de l'Empire et nous informent sur les matériaux utilisés et la provenance des artisans qui les ont travaillés. Sur l'une d'elles, on peut lire « Les orfèvres qui ont travaillé l'or étaient des Mèdes et des Égyptiens ». Sur une autre, « Le bois de cèdre a été apporté d'une montagne du nom de Liban. Le peuple assyrien l'a apporté jusqu'à Babylone. » Pour la construction des palais, il y avait des matériaux de première qualité qui venaient des quatre coins de l'Empire, avec des artisans aussi qui venaient des quatre coins de l'Empire. On voit par exemple le bois de cèdre qui est employé du Liban, le bois de Yaka qui vient de Gandhara ou de Kerman, la cornaline, l'ébène et l'ivoire, l'or, tous ces matériaux précieux-là sont présents pour la construction des palais à Persépolis. Durant des décennies, nous n'avions vu ici que des murs et des colonnes de pierre. Grâce à ces tablettes, nous pouvons aujourd'hui restituer à Persépolis son éblouissante splendeur. On comprend alors pourquoi elle était aux yeux des peuples de l'Antiquité la plus riche cité du monde. Les quantités de matériaux précieux évoquées dans les documents nous montrent que les rois de Perse avaient choisi de faire de ce lieu un concentré des richesses de leur immense empire. Au cœur du complexe se trouvait l'Apadana, la salle d'audience où Darius recevait ses sujets. Seules 10 de ces colonnes d'origine sont encore debout. À l'époque antique, 36 colonnes de 20 mètres de haut soutenaient un plafond de cèdre massif. Les murs étaient recouverts de somptueuses tapisseries. Cette salle gigantesque et luxueuse pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Une telle salle composée de colonnes de 20 mètres de haut, ça devait sembler surnaturel. Les visiteurs devaient lever les yeux et se sentir pétrifiés. On voit à quel point ces colonnes s'élancent vers le ciel. Elles supportaient un toit énorme en somptueux bois de cèdre massif. Il devait imprégner l'ensemble du lieu de cette odeur entêtante du cèdre du Liban. L'un après l'autre, les rois qui succédèrent à Darius poursuivirent la construction de Persépolis selon le plan qu'il avait défini. Xerxès, son fils, l'ennemi juré des Grecs, fit bâtir l'extraordinaire palais aux 100 colonnes. Nous pouvons même imaginer les appartements de Darius lui-même, un endroit auquel seuls ses conseillers les plus intimes devaient avoir accès. Les plaques en porphyre qui habillaient ces murs étaient si finement polies qu'on a appelé cette pièce la salle des miroirs. Ainsi, cet ensemble écrasant de puissance était aussi d'un luxe et d'un raffinement inouïs.
Mais à qui tout ce faste était-il destiné? Quelle était la fonction de cette incroyable capitale? Les bas-reliefs qui ornent les murs de ces escaliers nous donnent une indication sur le rôle que jouait la cité. Ils dépeignent les différents peuples de l'Empire se rendant à Persépolis pour y présenter leurs offrandes et leurs hommages au grand roi. On peut y reconnaître les Nubiens d'Afrique, les Lydiens venus de ce qui est aujourd'hui la Turquie, ou les Bactriens de l'actuel Afghanistan. Cette série de scènes décrit les porteurs de tribus en visite à Persépolis. Et tous sont chargés de présents venus des quatre coins de l'Empire. Les meilleurs chevaux, les chèvres laineuses des montagnes. C'est toute la richesse de l'Empire qui est apportée ici, au pied du grand roi. Ici, on peut voir un magnifique chameau. Ses traits sont incroyablement expressifs. Regardez le raffinement de ce bélier. Le moindre détail est représenté. Notez les motifs très stylisés de ces dessins. Par exemple, ici, comme il représente les boucles des cheveux et de la barbe d'une façon très artificielle. Et puis ici, en descendant, ce motif qui figure la toison du bélier. Cette façon de terminer ces triangles par de petites vaguelettes parfaites. Et pour terminer, ce petit bout de queue là en bas. Les costumes de tous ces ambassadeurs étrangers sont représentés avec un luxe de détails inouï. On voit clairement que les artistes perses étaient fascinés par la variété ethnique des visiteurs. C'était cela, la véritable fonction de Persépolis. Elle n'était pas un centre de pouvoir militaire ou administratif. Elle était d'abord et essentiellement un lieu de culte symbolique. De tous les coins de l'Empire, les peuples assujettis venaient ici porter leurs présents au roi. Le chemin à parcourir pour parvenir jusqu'au grand roi empruntait un parcours rituel au travers du complexe architectural. Il était conçu pour magnifier l'impact des bâtiments eux-mêmes. La montée de ces marches devait être une expérience émotionnelle incroyable. On voit bien que ces marches n'étaient pas faites pour être montées rapidement. Elles sont très basses. Elles imposent un rythme très lent. Tout est fait pour nourrir l'attente, sans doute pour faire ressentir la puissance du roi. C'était en fait une sorte de procession qui menait jusqu'à lui. Ici, on voit les porteurs d'offrandes qui conduisent leurs chameaux. Ils apportent des coupes et des bijoux. Et il faut imaginer l'incroyable cacophonie qui les entoure. Alors on monte. Et pendant toute cette montée, le cœur bat de plus en plus fort. On entend parler des langues qu'on n'a jamais entendues, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Quand on arrive à cet endroit, je pense que les jambes se dérobent. Parce qu'on vient d'arriver devant ce qu'on appelle la porte des peuples. C'est le portail par lequel sont accueillis tous les visiteurs. Et immédiatement, on est confronté à cette image de la royauté. Des taureaux à tête humaine, symbole de la virilité royale, de la force et du pouvoir. On s'engage sous cet énorme portique et soudain, tout devient sombre. On vous retire jusqu'à la lumière du soleil et on vous dit de rester là et d'attendre. À ce moment-là, on se tourne et on est saisi par la vision de cette incroyable terrasse impériale.
Et on sait que quelque part dans ces bâtiments, on va rencontrer le Créateur. On va voir le grand roi en personne. Alors on reprend sa marche, on s'approche. On a maintenant le cœur qui s'affole. Cette traversée doit paraître incroyablement longue. Si on vient d'une région reculée de l'Empire, jamais on n'a vu de bâtiment comme celui-ci. À l'époque antique, être autorisé à pénétrer sur la terrasse royale était presque une expérience mystique. Il règne ici une idée de perfection qu'aucun visiteur n'avait pu rencontrer ailleurs. Ils étaient totalement abasourdis. Alors, on gravit les marches de l'escalier royal. Et on se retrouve dans le Saint des Saints, au cœur du complexe. Devant vous se dresse maintenant le grand Apadana. Et c'est ici que commence le véritable mystère. Ici, on est au plus près de l'image que les rois de Perse voulaient donner d'eux-mêmes. Et le message qu'ils font passer ici, c'est « Voyez, nous avons conquis le monde, nous n'avons plus rien à prouver à personne. » C'est ici que notre porteur d'offrande commence la dernière étape de son voyage vers le souverain. Ici, il s'arrête et accomplit un acte rituel. Il tombe à genoux devant le roi et immédiatement, il se prosterne au sol et son offrande est faite. Son rôle est terminé. Il recule lentement, il sort de la grande salle du trône. Ses 15 minutes de gloire sont derrière lui. L'image de luxe et de puissance qu'imposait Persépolis était donc destinée aux représentants de tous les peuples de l'Empire. Mais si la volonté d'impressionner est manifeste, les bas-reliefs nous montrent aussi que les rois de Perse ne cherchaient pas à effrayer leurs sujets, bien au contraire. Les hommes qui sont représentés ici se tiennent la main. Ils paraissent s'encourager mutuellement. On ne trouve aucune scène de bataille, aucune représentation violente à Persépolis. Nous sommes bien loin du mythe des despotes cruels. L'image qui domine ici est celle d'une Perse paisible. Les inscriptions royales évoquent elles aussi un pouvoir bienveillant. Elles proclament que le roi aime la paix et non la guerre, et que les peuples assujettis sont autorisés à pratiquer leur culte et leurs coutumes. On pourrait bien sûr penser que ces affirmations sont l'œuvre de la propagande perse. Après tout, ces bas-reliefs ont été commandités par le roi et ces tablettes étaient gravées par ses fidèles serviteurs. Mais le livre d'Ezra nous apporte un témoignage indépendant. Au chapitre 1er, on y loue les Perses pour avoir libéré les Juifs et les avoir laissés pratiquer leur religion en toute liberté. Je pense qu'il est juste de dire que les Perses ont eu une vision totalement originale de la façon dont un empire doit être géré. Dans l'ensemble, dans le monde antique, l'idée dominante semble avoir été de conquérir, d'anéantir, puis de reconstruire selon ses propres modèles. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit à l'œuvre chez les Perses. En fait, la seule chose que le roi de Perse exigeait de ses sujets, c'est qu'ils payent leur tribut. Les peuples étaient vraiment très libres dans leurs choix religieux. Il y avait juste une administration centrale, mais pour le reste, l'empire achéménide était vraiment caractérisé par une tolérance générale. Ça se voit aussi dans les inscriptions, par exemple. Il y a plusieurs versions des inscriptions, donc il y a les versions officielles en babylonien, élamite et vieux perse, mais selon les peuples, il y avait parfois aussi une quatrième version ajoutée. Par exemple, en Égypte, il y avait toujours une version en hiéroglyphes. En laissant toutes les nations assujetties vivre leur vie comme elles l'entendaient,
les Perses ont réussi à faire prospérer un empire composé d'ethnies diverses et parlant de multiples langues dans une paix relative durant 250 ans. Cette tolérance des Perses était sans doute motivée par un objectif purement politique. En laissant au peuple leur spécificité ethnique et leur culte religieux, ils leur donnaient moins de raisons de s'opposer à leur pouvoir. Mais bien peu d'empires au cours de l'histoire peuvent se vanter d'avoir réellement appliqué ces préceptes, et les Perses étaient les premiers. Nous sommes ici à Passagarde, la capitale du grand Cyrus, le fondateur de l'Empire et de la dynastie achéménide. Les fouilles des vestiges de son palais nous ont apporté une autre preuve de la sophistication et du raffinement de la culture de ces grands rois de Perse qu'on a longtemps présentés comme des barbares incultes et belliqueux. Enfouis sous la végétation, ces canaux d'irrigation alimentaient une des réalisations les plus surprenantes de Passagarde, ces jardins royaux. Ces conduits faisaient le tour du jardin et irriguaient l'ensemble de cette zone située face au palais de Cyrus. Il faut s'imaginer que tout cela était en pierre polie, d'un blanc luisant. Tout étincelait au soleil. Il y avait de l'eau qui courait dans ces canaux. Elle rafraîchissait tout cet espace et adoucissait l'air. Aucun archéologue n'a jamais découvert les légendaires jardins suspendus de Babylone. Ces canaux sont donc la première trace connue au monde de jardins aménagés. Le roi Cyrus appelait ces jardins paradiso. Ce terme perse, qui signifie jardin clos, nous a donné le mot paradis. C'était son paradis, un coin de nature parfaite, où la vie se développait, où on trouvait l'eau en abondance, l'essence même de la vie. Cyrus était célèbre dans tout le monde antique pour son amour des jardins. L'historien grec Xénophon a écrit à son sujet « Partout où il prend ses quartiers, il prend grand soin qu'ils soient établis des paradis, débordant de toutes les beautés que la terre peut engendrer. » On disait que Cyrus s'occupait en personne de ces jardins. Il affirma un jour à un visiteur grec « Cet agencement est le fruit de mon travail. Je jure sur le dieu soleil que jamais je ne m'assois pour dîner sans avoir auparavant travaillé au jardin. » Les tablettes d'argile découvertes à Persépolis nous ont livré des inventaires des arbres et des plantes qu'on faisait pousser ici. Elles nous montrent à quel point la composition de ce jardin était symbolique. Les tablettes d'argile énumèrent des milliers de plants d'essence d'arbres différentes, dont des oliviers, des mûriers, des palmiers dattiers, qui étaient récoltés pour être replantés ici au printemps suivant. Le roi faisait venir ces arbres des quatre coins de l'Empire, pour que son jardin reflète l'étendue, l'immensité de son territoire. Comme le faste de Persépolis, ces jardins avaient une fonction politique. Ils faisaient partie intégrante du système perse. En faisant pousser toutes ces plantes dans un environnement aride, les rois des rois montraient d'une manière éclatante et paisible à leurs visiteurs qu'ils dominaient le monde. En créant ces jardins, Cyrus faisait naître l'ordre là où régnait auparavant une nature chaotique et sauvage. Dans un sens, le jardin symbolisait aussi de manière subtile la capacité du roi à maîtriser la vie.
Ils étaient les maîtres du monde, mais les Perses n'en restaient pas moins fondamentalement un peuple nomade. Comme encore les nomades d'aujourd'hui, ils passaient les mois d'hiver à s'occuper de leurs troupeaux dans les plaines, et l'été, ils migraient vers la fraîcheur des montagnes. Cette profonde tendance au nomadisme est toujours restée présente chez les Perses, malgré le fait qu'ils aient construit ces immenses villes impériales. Ils étaient autant chez eux dans une ville que sous une tente. L'isolement d'un site comme celui de Persépolis ne posait donc aucun problème aux Perses. Et si on n'y trouve pas véritablement de cité au sens traditionnel, c'est qu'aux abords des grands centres de pouvoir, de véritables villes de tentes se développaient puis disparaissaient au rythme des mouvements de la cour. Car comme leur sujet, les rois de Perse se déplaçaient en permanence entre leurs diverses capitales. Il faut savoir que la cour achéménide était en constant mouvement. Donc à l'hiver, ils résidaient dans la plaine, mais à partir des premiers mois de l'été, ça commençait à chauffer et ils partaient dans les montagnes, à Ekbatane. Pour les Grecs, cette fuite devant la chaleur estivale était une preuve supplémentaire du caractère efféminé des Perses. Mais ce qu'ils n'ont jamais vraiment compris, c'est que l'itinérance faisait partie intégrante du mode de vie perse. On imagine aisément que la vie des Perses de l'Antiquité, sous leurs tentes, devait ressembler plus ou moins à ce que l'on peut encore voir aujourd'hui. Autour de la tente s'articulent toutes les composantes de leur mode de vie. On y fait la cuisine, bien sûr. Autour de la tente, on élève les animaux et on pratique la cueillette. Et puis on tisse aussi. Des tapis, des couvertures, des tapisseries, les matériaux dont sont faits la tente. Mais on tisse aussi des vêtements. Et c'est traditionnellement le rôle des femmes, bien sûr. Tout ceci fait partie des traditions nomades d'aujourd'hui et nous renvoie sans aucun doute aux activités traditionnelles des anciens Perses. Au travers des âges, les étoffes précieuses et chamarrées ont toujours été un élément central de la culture perse, un moyen d'afficher sa richesse et son statut social. Les épices, les dorures et les tissus bariolés de ce bazar de Shiraz auraient sans doute semblé familiers à un Perse de l'Antiquité. Ils renvoient à un aspect de la culture perse qui a fait leur renommée dans tout le monde antique, leur passion pour le luxe et les signes extérieurs de richesse. Cette idée d'une pièce entièrement couverte de textiles fait vraiment partie des anciennes traditions du Proche-Orient. Et c'était certainement vrai pour les Perses. Les tapisseries qui recouvrent les murs sont une composante de cette culture antique, de même que l'abondance de tapis au sol et de couvertures sur les banquettes. C'est un monde où on est entouré, immergé dans cette idée de couleur et de luxe, et bien sûr de confort. Ce goût des apparences et du luxe provoquait chez les Grecs un mélange de fascination et de répulsion. Les Grecs vont être tout à fait étonnés lors des guerres médiques par le luxe des camps perses quand ils vont les prendre d'assaut. Ils vont être tout à fait étonnés par les coupes en or, par les objets en or, par les harnachements de chevaux en or. Et donc, il y a une sorte de fascination-répulsion pour cet or perse qui finit par couvrir l'idée d'un peuple amolli par le luxe, ce qui ne correspond pas du tout à la vérité historique. La coutume du festin perse, en particulier, les a frappés comme l'expression caractéristique de ce style de vie luxueux et décadent. Et pourtant, ils ont aussi senti qu'elle avait une fonction politique. Les Perses semblent avoir eu comme principe de dire la vérité. C'est en fait une chose que les Grecs, à contre-cœur, admiraient chez eux. Et ils utilisaient l'alcool à des fins politiques. Les Perses avaient tendance à s'enivrer fortement parce que c'est seulement dans l'ivresse qu'on dit la vérité. Ils se lançaient dans une discussion politique, buvaient beaucoup, des choses étaient dites, puis tout le monde allait se coucher et méditer sur ces choses. Ils se réveillaient tous le lendemain avec la gueule de bois et se retrouvaient pour reprendre la même conversation et voir si leurs idées n'avaient pas changé.
Hérodote a choisi les Perses pour définir les différentes sortes de régimes politiques. Le seul moment où Hérodote établit une comparaison entre la monarchie, l'oligarchie, la démocratie, la plutocratie, c'est dans ce qu'on appelle les discours perses, qui sont une sorte de discours de science politique sur les différents régimes. Et finalement, c'est Darius qui l'emporte en expliquant que la monarchie est supérieure à toutes les autres. Mais là encore, le regard des Grecs est très ambivalent. Certains ne voyaient dans cette coutume qu'une preuve supplémentaire de l'infériorité de la race perse. Alexandre le Grand mettait en garde ses propres soldats. La gloutonnerie et l'opulence font perdre la dignité d'homme. Ceux qui engouffrent de tels repas sont bien trop vite vaincus au combat. Il faut savoir quand même que les sources grecques sont très biaisées. Ils ont voulu créer une sorte de contraste avec eux-mêmes, en présentant les rois perses comme très efféminés, en parlant tout le temps de la décadence de la cour perse. Ça crée une image supérieure de leur propre culture. Alexandre le Grand s'est servi du prétexte de l'influence corruptrice de cette décadence pour réunir les cités grecques et se lancer à la conquête de cet empire qui dominait le monde depuis 2 siècles et demi. Le premier affrontement direct entre les deux armées eut lieu à Issos, dans l'actuelle Turquie. L'armée macédonienne d'Alexandre remporta une éclatante victoire sur les forces de Darius III, malgré une forte infériorité numérique. Cette victoire est probablement due à différentes tactiques militaires utilisées par les Macédoniens. Les Perses étaient plutôt habitués à des combats de plaine. Ils utilisaient des chariots, ce qui n'était pas le cas des Grecs. Mais c'est aussi la stratégie macédonienne de l'attaque par surprise qui a pris les Perses en défaut. Au cours des 2 années qui suivirent, la supériorité tactique d'Alexandre lui permit de s'emparer de vastes territoires contrôlés par les Perses. En 331 avant Jésus-Christ, il atteignit le cœur de la Perse. Lorsqu'il arriva à Persépolis, l'armée perse était en déroute. Alexandre occupa la ville sans combattre. La monumentale Persépolis était aux yeux des Grecs et des Macédoniens l'emblème de la décadence, le temple des adorateurs du luxe. Alexandre déclara à ses soldats qu'il venait de prendre la plus détestable des villes. On raconte qu'Alexandre, triomphant, offrit un banquet à ses troupes à Persépolis. Selon les sources grecques, c'est à cette occasion que fut scellé le sort de la ville. Dans l'ivresse, Alexandre aurait accordé à une des courtisanes qui l'accompagnait l'autorisation de brûler la ville. Alexandre était déterminé à détruire tout ce qui pouvait constituer une source de résistance et d'opposition à son pouvoir. C'était le cas de Persépolis. Il voulait démontrer qu'il avait anéanti le pouvoir perse. Alexandre avait parfaitement compris le rôle symbolique de Persépolis au cœur de l'Empire perse. Il se devait de la détruire. Les auteurs anciens racontent que cette ville était sans protection. Il n'y avait aucune garnison militaire pour défendre sa population. Certains disent qu'il a fait empiler tout ce qui pouvait brûler. Les meubles, les rideaux. Le feu est parti de ce bûcher et a ensuite gagné toute la terrasse. Et tout a brûlé. Je pense que cette nuit-là, le chaos s'est déchaîné ici. Le carnage a dû être terrible. Les soldats d'Alexandre ont complètement mis à sac la ville. Ils ont pillé tout ce qui pouvait l'être.
Ils ont brûlé les habitations. Je pense qu'Alexandre est le premier vandale de l'histoire. Il a eu recours à la force brutale, à la violence gratuite. Il a détruit un site qui n'avait aucune fonction militaire et qui était totalement sans défense. C'était parfaitement inutile de tout brûler et de massacrer la population de Persépolis. Un des grands mythes autour d'Alexandre, c'est le mythe de l'incendie de Persépolis. Effectivement, Persépolis a brûlé, mais les recherches des dernières années ont quand même révélé que c'est pas l'ensemble qui a brûlé, mais on a mis le feu à des endroits bien précis, notamment les palais de Xerxès et tout ce qui avait un lien avec Xerxès. La destruction de Persépolis était donc sans doute aussi un acte de vengeance symbolique contre celui qui, un siècle et demi auparavant, avait aux yeux des Grecs commis le sacrilège suprême en incendiant l'acropole d'Athènes. Les cendres encore fumantes de Persépolis annonçaient au monde la fin du règne des Perses et la domination des Grecs hellénistiques sur les siècles à venir. C'est une triste fin pour cette incroyable cité impériale, ce grand centre culturel et cérémonial. Elle était à l'époque la plus magnifique cité du monde antique. Et c'était cela qu'Alexandre avait détruit. Et avec elle, c'était un monde qui s'effondrait. Mais en brûlant Persépolis, Alexandre a paradoxalement contribué à la sauvegarde de sa mémoire. Une grande partie de la ville est restée enfouie sous les cendres qui, durant 2500 ans, ont protégé ces sublimes fresques de l'érosion des éléments naturels. C'est aussi le feu qui a permis la conservation des tablettes d'argile. L'incendie de Persépolis a été pour nous un événement heureux. Parce que comme ça, toute une série de tablettes, plusieurs milliers de tablettes ont été conservées. Et grâce à cet incendie, ce sont des tablettes d'argile qui ont été cuites et comme ça, sous une épaisse couche de cendres, ils ont été conservés. Ils nous donnent des informations précieuses sur la vie à la cour. C'est grâce à ces tablettes que nous redécouvrons aujourd'hui les Perses. Ils ont bâti le premier empire universel de l'histoire, en développant un modèle de tolérance et de respect des autres cultures, un exploit que bien peu ont égalé depuis. L'image qui émerge est celle d'un peuple subtil et raffiné. Peut-être va-t-elle enfin permettre à la Perse de retrouver la place qui lui est due aux côtés des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Imagination. Du haut de sa terrasse monumentale, il domine la plaine désertique qui s'étend à perte de vue. Les vestiges mis au jour permettent aujourd'hui d'imaginer le gigantisme de ces bâtiments. Ces colonnes s'élevaient à une vingtaine de mètres au-dessus de la terrasse. On ne trouve ici aucune trace d'une ville au sens traditionnel, juste un ensemble de palais et de monuments aux dimensions colossales. Persépolis était sans aucun doute une des plus imposantes réalisations architecturales du monde antique. Il se dégage du site une impression de puissance et d'harmonie qui dépasse les proportions humaines.
Tout ici semble conçu pour frapper les imaginations. L'implacable perfection géométrique de ces bâtiments construits il y a environ 2500 ans continue d'imposer l'image d'un pouvoir sans limite. Mais pourquoi, alors que l'Empire disposait déjà de 2 capitales, Suse et Ecbatane, Darius a-t-il construit cette étrange cité dans un endroit si reculé? Et comment les rois des rois pouvaient-ils diriger leur immense empire depuis Persépolis? L'empire achéménide était vraiment un empire très centralisé. Donc au centre, il y avait le roi, qui était en constant mouvement d'un palais à l'autre, selon les saisons, et puis les affaires de tous les jours étaient gérées par les satrapes. On a trouvé aussi de la correspondance entre les satrapes et le roi. Pour contrôler leur empire, les rois de Perse avaient développé un fabuleux réseau de routes, parfois taillées dans la montagne, qui permettait d'acheminer à tout moment l'information jusqu'à l'endroit où ils se trouvaient. Ce qui est frappant dans l'Empire perse, c'est la rapidité des communications. L'Empire perse est sillonné par des routes qui sont les routes royales, sur lesquelles des courriers crèvent leurs chevaux pour apporter les ordres du roi de Perse et rapporter les rapports. La hantise du roi de Perse, c'est que les grands satrapes répartis de la Bactriane, de l'Azerbaïdjan jusqu'à l'Égypte et de l'Égypte jusqu'à l'Asie mineure, ne deviennent indépendants. Donc à côté d'eux, ils ont les yeux du roi, qui sont des espions royaux, qui sont là pour les surveiller et qui envoient des rapports, et le roi envoie également des ordres qui parviennent extrêmement vite. L'Empire perse est un empire qui est prodigieusement innervé par ces routes, qui sont des routes de circulation et de communication. Une de ces routes reliait Persépolis à Suse, une autre capitale, puis continuait sur 1500 km vers l'ouest jusqu'à Éphèse. Passagarde et Ecbatane étaient également desservis par ce réseau qui se prolongeait à l'est jusqu'en Inde et au sud jusqu'en Égypte. Mais ce sont les messagers qui parcouraient ces routes qui ont frappé Hérodote au point qu'il écrivit à l'époque « Nul mortel ne se déplace plus vite que les courriers perses ». C'est une autre innovation des Perses qui avait rendu possible ce tour de force. À distance régulière, des relais de poste fournissaient aux courriers royaux des chevaux frais et des vivres qui leur permettaient de conserver une allure constante sur d'immenses distances. Une route très connue, par exemple, mène de Sardes en Lydie à Suse, au cœur de l'Empire perse. Il faut savoir, par exemple, qu'une armée à la marche avait besoin d'à peu près 3 mois pour couvrir cette distance, quand même de 2400 km. Alors qu'avec des coursiers, on pouvait couvrir la distance en quelques jours seulement. Ces relais de poste étaient tenus par des soldats. Et pour la première fois dans l'Antiquité, voyageurs et marchands pouvaient se déplacer sur de vastes territoires sans craindre les bandits. C'est grâce à ce système que les rois de Perse pouvaient, depuis leur capitale, diriger leur gigantesque empire. Et selon les Grecs, ils le faisaient d'une main de fer. La crucifixion et le supplice du pal sont des supplices typiquement perses. Mais les Perses les utilisent assez peu. Et quand ils les utilisent aussi à l'égard de leur propre prince. Il y a un jeune homme qui se permet de violer une des suivantes de la reine de Perse. On le menace du pal ou bien de faire le tour de l'Afrique. Il essaie de faire le tour de l'Afrique, il s'arrête dans le golfe de Guinée, il revient et du coup on l'empale. Ce bas-relief de Bitertoun, au nord-ouest de l'Iran, nous présente effectivement une image brutale du souverain perse. On y voit Darius le Grand réduire en esclavage ceux qui menacent son trône. C'est un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de lui résister. Les textes grecs voyaient dans ces coutumes les preuves de la barbarie et de la cruauté des souverains perses. Mais dans les ruines de Persépolis, les chercheurs ont aussi fait une incroyable découverte qui allait permettre de s'affranchir du regard des Grecs et d'envisager la civilisation perse sous un jour différent.
30 000 fragments de ces petites tablettes d'argile gravées en caractères cunéiformes l'écriture des anciens Perses. Elles constituent une des seules sources d'information de la main des Perses sur les réalisations de leur empire. Le docteur Maria Brosius est une des rares personnes au monde à savoir les déchiffrer. Voici un exemple de ces tablettes d'argile découvertes à Persépolis. Les scribes prenaient un bloc d'argile humide et le tenaient ainsi dans leur main gauche. La forme s'ajuste parfaitement à celle de la main. Puis ils en gravaient la surface. C'est une sensation incroyable de savoir qu'un objet comme celui-ci a traversé le temps pour nous raconter comment était la vie, il y a 2500 ans. Autant d'informations qui ne nous seraient autrement jamais parvenues. Ils nous apprennent comment vivaient les gens et comment fonctionnait cet empire. C'est ce qui me fascine. Mais ces tablettes nous ont aussi fait des révélations à propos de la construction de Persépolis. Elles portent les reçus et les factures de l'Empire et nous informent sur les matériaux utilisés et la provenance des artisans qui les ont travaillés. Sur l'une d'elles, on peut lire « Les orfèvres qui ont travaillé l'or étaient des Mèdes et des Égyptiens ». Sur une autre, « Le bois de cèdre a été apporté d'une montagne du nom de Liban. Le peuple assyrien l'a apporté jusqu'à Babylone. » Pour la construction des palais, il y avait des matériaux de première qualité qui venaient des quatre coins de l'Empire, avec des artisans aussi qui venaient des quatre coins de l'Empire. On voit par exemple le bois de cèdre qui est employé du Liban, le bois de yucca qui vient de Gandhara ou de Kerman, la cornaline, l'ébène et l'ivoire, l'or, tous ces matériaux précieux-là sont présents pour la construction des palais à Persépolis. Durant des décennies, nous n'avions vu ici que des murs et des colonnes de pierre. Grâce à ces tablettes, nous pouvons aujourd'hui restituer à Persépolis son éblouissante splendeur. On comprend alors pourquoi elle était aux yeux des peuples de l'Antiquité la plus riche cité du monde. Les quantités de matériaux précieux évoquées dans les documents nous montrent que les rois de Perse avaient choisi de faire de ce lieu un concentré des richesses de leur immense empire. Et ici, c'est « Voyez, nous avons conquis le monde, nous n'avons plus rien à prouver à personne. » C'est ici que notre porteur d'offrande commence la dernière étape de son voyage vers le souverain. Ici, il s'arrête et accomplit un acte rituel. Il tombe à genoux devant le roi et immédiatement, il se prosterne au sol et son offrande est faite. Son rôle est terminé. Il recule lentement, il sort de la grande salle du trône. Ses 15 minutes de gloire sont derrière lui. L'image de luxe et de puissance qu'imposait Persépolis était donc destinée aux représentants de tous les peuples de l'Empire. Mais si la volonté d'impressionner est manifeste, les bas-reliefs nous montrent aussi que les rois de Perse ne cherchaient pas à effrayer leurs sujets, bien au contraire. Les hommes qui sont représentés ici se tiennent la main. Ils paraissent s'encourager mutuellement. On ne trouve aucune scène de bataille, aucune représentation violente à Persépolis. Nous sommes bien loin du mythe des despotes cruels. L'image qui domine ici est celle d'une Perse paisible. Les inscriptions royales évoquent elles aussi un pouvoir bienveillant. Elles proclament que le roi aime la paix et non la guerre, et que les peuples assujettis sont autorisés à pratiquer leur culte et leurs coutumes. On pourrait bien sûr penser que ces affirmations sont l'œuvre de la propagande perse. Après tout, ces bas-reliefs ont été commandités par le roi et ces tablettes étaient gravées par ses fidèles serviteurs.
Mais le livre d'Ezra nous apporte un témoignage indépendant. Au chapitre 1er, on y loue les Perses pour avoir libéré les Juifs et les avoir laissés pratiquer leur religion en toute liberté. Je pense qu'il est juste de dire que les Perses ont eu une vision totalement originale de la façon dont un empire doit être géré. Dans l'ensemble, dans le monde antique, l'idée dominante semble avoir été de conquérir, d'anéantir, puis de reconstruire selon ses propres modèles. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit à l'œuvre chez les Perses. En fait, la seule chose que le roi de Perse exigeait de ses sujets, c'est qu'ils payent leur tribut. Les peuples étaient vraiment très libres dans leurs choix religieux. Il y avait juste une administration centrale, mais pour le reste, l'empire achéménide était vraiment caractérisé par une tolérance générale. Ça se voit aussi dans les inscriptions, par exemple. Il y a plusieurs versions des inscriptions, donc il y a les versions officielles en babylonien, élamite et vieux perse, mais selon les peuples, il y avait parfois aussi une quatrième version ajoutée. Par exemple, en Égypte, il y avait toujours une version en hiéroglyphes. En laissant toutes les nations assujetties vivre leur vie comme elles l'entendaient, les Perses ont réussi à faire prospérer un empire composé d'ethnies diverses et parlant de multiples langues dans une paix relative durant 250 ans. Cette tolérance des Perses était sans doute motivée par un objectif purement politique. En laissant au peuple leur spécificité ethnique et leur culte religieux, ils leur donnaient moins de raisons de s'opposer à leur pouvoir. Mais bien peu d'empires au cours de l'histoire peuvent se vanter d'avoir réellement appliqué ces préceptes. Et les Perses étaient les premiers. Nous sommes ici à Passagarde, la capitale du grand Cyrus, le fondateur de l'Empire et de la dynastie achéménide. Les fouilles des vestiges de son palais nous ont apporté une autre preuve de la sophistication et du raffinement de la culture de ces grands rois de Perse qu'on a longtemps présentés comme des barbares incultes et belliqueux. Enfouis sous la végétation, ces canaux d'irrigation alimentaient une des réalisations les plus surprenantes de Passagarde, ces jardins royaux. Ces conduits faisaient le tour du jardin et irriguaient l'ensemble de cette zone située face au palais de Cyrus. Il faut s'imaginer que tout cela était en pierre polie, d'un blanc luisant. Tout étincelait au soleil. Il y avait de l'eau qui courait dans ces canaux. Elle rafraîchissait tout cet espace et adoucissait l'air. Aucun archéologue n'a jamais découvert les légendaires jardins suspendus de Babylone. Ces canaux sont donc la première trace connue au monde de jardins aménagés. Le roi Cyrus appelait ces jardins paradiso. Ce terme perse, qui signifie jardin clos, nous a donné le mot paradis. C'était son paradis, un coin de nature parfaite, où la vie se développait, où on trouvait l'eau en abondance, l'essence même de la vie. Cyrus était célèbre dans tout le monde antique pour son amour des jardins. L'historien grec Xénophon a écrit à son sujet « Partout où il prend ses quartiers, il prend grand soin qu'ils soient établis des paradis, débordant de toutes les beautés que la terre peut engendrer. » On disait que Cyrus s'occupait en personne de ces jardins. Il affirma un jour à un visiteur grec « Cet agencement est le fruit de mon travail. Je jure sur le dieu soleil que jamais je ne m'assois pour dîner sans avoir auparavant travaillé au jardin. » Les tablettes d'argile découvertes à Persépolis nous ont livré des inventaires des arbres et des plantes qu'on faisait pousser ici. Elles nous montrent à quel point la composition de ce jardin était symbolique. Les tablettes d'argile énumèrent des milliers de plants d'essence d'arbres différentes, dont des oliviers, des mûriers, des palmiers dattiers.
qui étaient récoltés pour être replantés ici au printemps suivant. Le roi faisait venir ces arbres des 4 coins de l'Empire pour que son jardin reflète l'étendue, l'immensité de son territoire. Comme le faste de Persépolis, ces jardins avaient une fonction politique. Ils faisaient partie intégrante du système perse. En faisant pousser toutes ces plantes dans un environnement aride, les rois des rois montraient d'une manière éclatante et paisible à leurs visiteurs qu'ils dominaient le monde. En créant ces jardins, Cyrus faisait naître l'ordre là où régnait auparavant une nature chaotique et sauvage. Dans un sens, le jardin symbolisait aussi de manière subtile la capacité du roi à maîtriser la vie. Ils étaient les maîtres du monde, mais les Perses n'en restaient pas moins fondamentalement un peuple nomade. Comme encore les nomades d'aujourd'hui, ils passaient les mois d'hiver à s'occuper de leurs troupeaux dans les plaines, et l'été, ils migraient vers la fraîcheur des montagnes. Cette profonde tendance au nomadisme est toujours restée présente chez les Perses, malgré le fait qu'ils aient construit ces immenses villes impériales. Ils étaient autant chez eux dans une ville que sous une tente. L'isolement d'un site comme celui de Persépolis ne posait donc aucun problème aux Perses. Et si on n'y trouve pas véritablement de cité au sens traditionnel, c'est qu'aux abords des grands centres de pouvoir, de véritables villes de tentes se développaient puis disparaissaient au rythme des mouvements de la cour. Car, comme leur sujet, les rois de Perse se déplaçaient en permanence entre leurs diverses capitales. Il faut savoir que la cour achéménide était en constant mouvement. Donc à l'hiver, ils résidaient dans la plaine, mais à partir des premiers mois de l'été, ça commençait à chauffer et ils partaient dans les montagnes, à Ecbatane. Pour les Grecs, cette fuite devant la chaleur estivale était une preuve supplémentaire du caractère efféminé des Perses. Mais ce qu'ils n'ont jamais vraiment compris, c'est que l'itinérance faisait partie intégrante du mode de vie perse. On imagine aisément que la vie des Perses de l'Antiquité, sous leurs tentes, devait ressembler plus ou moins à ce que l'on peut encore voir aujourd'hui. Autour de la tente s'articulent toutes les composantes de leur mode de vie. On y fait la cuisine, bien sûr. Autour de la tente, on élève les animaux et on pratique la cueillette. Et puis on tisse aussi. Des tapis, des couvertures, des tapisseries, les matériaux dont sont faits la tente. Mais on tisse aussi des vêtements. Et c'est traditionnellement le rôle des femmes, bien sûr. Tout ceci fait partie des traditions nomades d'aujourd'hui et nous renvoie sans aucun doute aux activités traditionnelles des anciens Perses. Au travers des âges, les étoffes précieuses et chamarrées ont toujours été un élément central de la culture perse, un moyen d'afficher sa richesse et son statut social. Les épices, les dorures et les tissus bariolés de ce bazar de Shiraz auraient sans doute semblé familiers à un Perse de l'Antiquité. Ils renvoient à un aspect de la culture perse qui a fait leur renommée dans tout le monde antique, leur passion pour le luxe et les signes extérieurs de richesse. Cette idée d'une pièce entièrement couverte de textiles fait vraiment partie des anciennes traditions du Proche-Orient. Et c'était certainement vrai pour les Perses. Les tapisseries qui recouvrent les murs sont une composante de cette culture antique, de même que l'abondance de tapis au sol et de couvertures sur les banquettes. C'est un monde où on est entouré, immergé dans cette idée de couleur et de luxe, et bien sûr de confort. Ce goût des apparences et du luxe provoquait chez les Grecs un mélange de fascination et de répulsion.
les Grecs vont être tout à fait étonnés lors des guerres médiques par le luxe des camps perses quand ils vont les prendre d'assaut. Ils vont tout à fait étonnés par les coupes en or, par les objets en or, par les harnachements de chevaux en or. Et donc, il y a une sorte de fascination-répulsion pour cet or perse qui finit par couvrir l'idée d'un peuple amolli par le luxe, ce qui ne correspond pas du tout à la vérité historique. La coutume du festin perse, en particulier, les a frappés comme l'expression caractéristique de ce style de vie luxueux et décadent. Et pourtant, ils ont aussi senti qu'elle avait une fonction politique. Les Perses semblent avoir eu comme principe de dire la vérité. C'est en fait une chose que les Grecs, à contre-cœur, admiraient chez eux. Et ils utilisaient l'alcool à des fins politiques. Les Perses avaient tendance à s'enivrer fortement parce que c'est seulement dans l'ivresse qu'on dit la vérité. Ils se lançaient dans une discussion politique, buvaient beaucoup, des choses étaient dites, puis tout le monde allait se coucher et méditer sur ces choses. Ils se réveillaient tous le lendemain avec la gueule de bois et se retrouvaient pour reprendre la même conversation et voir si leurs idées n'avaient pas changé. Hérodote a choisi les Perses pour définir les différentes sortes de régimes politiques. Le seul moment où Hérodote établit une comparaison entre la monarchie, l'oligarchie, la démocratie, la plutocratie, c'est dans ce qu'on appelle les discours perses, qui sont une sorte de discours de science politique sur les différents régimes. Et finalement, c'est Darius qui l'emporte en expliquant que la monarchie est supérieure à toutes les autres. Mais là encore, le regard des Grecs est très ambivalent. Certains ne voyaient dans cette coutume qu'une preuve supplémentaire de l'infériorité de la race perse. Alexandre le Grand mettait en garde ses propres soldats. La gloutonnerie et l'opulence font perdre la dignité d'homme. Ceux qui engouffrent de tels repas sont bien trop vite vaincus au combat. Il faut savoir quand même que les sources grecques sont très biaisées. Ils ont voulu créer une sorte de contraste avec eux-mêmes, en présentant les rois perses comme très efféminés, en parlant tout le temps de la décadence de la cour perse. Ça crée une image supérieure de leur propre culture. Alexandre le Grand s'est servi du prétexte de l'influence corruptrice de cette décadence pour réunir les cités grecques et se lancer à la conquête de cet empire qui dominait le monde depuis 2 siècles et demi. Le premier affrontement direct entre les deux armées eut lieu à Issos, dans l'actuelle Turquie. L'armée macédonienne d'Alexandre remporta une éclatante victoire sur les forces de Darius III, malgré une forte infériorité numérique. Cette victoire est probablement due à différentes tactiques militaires utilisées par les Macédoniens. Les Perses étaient plutôt habitués à des combats de plaine. Ils utilisaient des chariots, ce qui n'était pas le cas des Grecs. Mais c'est aussi la stratégie macédonienne de l'attaque par surprise qui a pris les Perses en défaut. Au cours des 2 années qui suivirent, la supériorité tactique d'Alexandre lui permit de s'emparer de vastes territoires contrôlés par les Perses. En 331 avant Jésus-Christ, il atteignit le cœur de la Perse. Lorsqu'il arriva à Persépolis, l'armée perse était en déroute. Alexandre occupa la ville sans combattre. La monumentale Persépolis était aux yeux des Grecs et des Macédoniens l'emblème de la décadence, le temple des adorateurs du luxe. Alexandre déclara à ses soldats qu'il venait de prendre la plus détestable des villes. On raconte qu'Alexandre, triomphant, offrit un banquet à ses troupes à Persépolis. Selon les sources grecques, c'est à cette occasion que fut scellé le sort de la ville. Dans l'ivresse, Alexandre aurait accordé à une des courtisanes qui l'accompagnait l'autorisation de brûler la ville.
Alexandre était déterminé à détruire tout ce qui pouvait constituer une source de résistance et d'opposition à son pouvoir. C'était le cas de Persépolis. Il voulait démontrer qu'il avait anéanti le pouvoir perse. Alexandre avait parfaitement compris le rôle symbolique de Persépolis au cœur de l'Empire perse. Il se devait de la détruire. Les auteurs anciens racontent que cette ville était sans protection. Il n'y avait aucune garnison militaire pour défendre sa population. Il y a 2500 ans, avant de devenir musulman, l'Iran était au centre d'un gigantesque empire de légende, l'Empire perse. Pendant presque 3 siècles, ils ont régné sur le monde. Mais que savons-nous de ces rois qui avaient pour nom Cyrus, Darius ou Xerxès? Au fond d'une plaine reculée, ils avaient bâti leur capitale, Persépolis, une étrange cité dont le faste légendaire fascina le monde antique. En 330 avant Jésus-Christ, les armées d'Alexandre le Grand, lancées à la conquête de l'Empire perse, ont détruit Persépolis. 2 siècles plus tard, nul ne savait plus ce qu'étaient ces gigantesques colonnes. La civilisation perse n'était plus qu'un mythe dont l'écho déformé nous est parvenu par les récits des auteurs grecs et latins. Mais aujourd'hui, grâce au travail d'une nouvelle génération d'archéologues et d'historiens, les fresques et les inscriptions miraculeusement retrouvées à Persépolis nous révèlent ce qu'était cette cité. Ces découvertes viennent bouleverser l'image que nous avions du monde perse et remettre en question certains des mythes de Persépolis. Au cœur d'une des vastes plaines de ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, se dressent les vestiges d'une ancienne cité de légende. Bâtie il y a près de 2500 ans, elle fut connue en son temps comme la cité la plus riche du monde. Puis, durant les 2000 ans qui suivirent sa destruction, elle sombra dans l'oubli, effacée de la mémoire des hommes en même temps que l'histoire du peuple qui l'avait bâtie. Les Perses restent un mystère à nos yeux. Nous les connaissons beaucoup moins bien que les Grecs, les Romains ou les Égyptiens. C'est pourquoi on peut dire qu'ils restent une des grandes énigmes de l'histoire antique. Jusqu'à une époque récente, l'Iran était inaccessible aux visiteurs occidentaux. L'agitation politique des années 1980 avait fermé les frontières du pays. Mais au cours de ces dernières années, la situation a évolué et les chercheurs peuvent enfin accéder à ces sites de légende. Le docteur Lloyd Llewellyn-Jones a consacré 15 ans de sa vie à l'étude de la Perse antique. Mais c'est la première fois qu'il a la possibilité de se rendre à Persépolis, au cœur de la civilisation perse. En se rendant sur des sites comme Persépolis, on peut enfin commencer à donner un visage aux Perses, à mieux cerner leur identité. C'est incroyable. Ces gens savaient ce qu'ils faisaient. C'est bouleversant. Je suis vraiment ému. Découvrir ça dans la sérénité du petit matin avec juste ces chants d'oiseaux,
C'est extraordinaire, vraiment. Extraordinaire, Persépolis l'est sans doute, mais l'histoire ne lui a jamais rendu justice. Sans doute en partie parce que les Perses n'ont laissé que peu de traces écrites de leur histoire. L'histoire n'a pas d'importance pour les Perses. Ils ne racontent pas leur passé. Ce qui compte, c'est le moment même. Tout ce qui s'est passé dans le passé, s'il n'y a pas un lien direct avec le moment même, ça part dans l'oubli. Nos sources perses sont vraiment très limitées. La plupart des choses que nous le savons à travers les sources grecques. Et l'image que nous avons à travers les sources grecques est vraiment très biaisée. Les Grecs portaient sur leurs puissants voisins un regard ambigu, nourri de nombreuses rancœurs. Les Perses avaient occupé les comptoirs grecs d'Asie mineure, incendié l'acropole d'Athènes lors d'une expédition d'Exercès et étaient intervenus en faveur de Sparte lors de la guerre qui l'opposait à Athènes. L'image des Perses est dévalorisée chez les auteurs athéniens parce que les Perses aident les Spartiates. Et donc on a dans une pièce d'Euripide un Troyen qui est représenté, et il est représenté avec tous les défauts qu'on attribue aux Perses, c'est-à-dire il est efféminé, il a des robes flottantes, il n'est pas courageux, il a une mentalité d'esclave. Et là, véritablement, on a cette espèce de rancœur des Athéniens à l'égard des Perses qui aident leurs ennemis. Les Grecs ont ainsi forgé une image des Perses, tour à tour efféminés ou cruels, despotiques ou décadents. Mais comment cette image pourrait-elle décrire un peuple qui a fondé puis gouverné pendant 250 ans un des plus vastes empires que la Terre ait porté ? C'est au sein des tribus nomades qui vivaient dans les plaines de la Perse que cet empire a pris naissance. En 550 avant Jésus-Christ, Cyrus, un chef tribal, se lança à la tête de son armée dans une campagne de conquête. Grâce à son charisme et à ce que les Grecs décrivirent comme la crainte qu'il inspirait et la terreur qui frappait les hommes en sa présence, Cyrus prit le contrôle de territoires de plus en plus vastes. En tout juste 30 ans, il jeta les fondations d'un empire qui allait s'étendre des frontières de l'Inde jusqu'à la Grèce et la Méditerranée, et de l'Éthiopie et de l'Égypte jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Russie. Plus de 30 peuples furent ainsi rassemblés sous l'autorité de l'homme qui se faisait appeler le roi du monde. Au cœur de cet empire, Darius Ier, le 4e souverain de la dynastie perse des Achéménides, commença en 515 avant Jésus-Christ la construction de Persépolis, sa nouvelle capitale. Elle s'est poursuivie jusqu'à sa destruction par les troupes d'Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ. La plupart des vestiges que nous pouvons voir aujourd'hui sont ensuite restés enfouis pendant plus de 2 millénaires. C'est seulement dans les années 1930 que les merveilles de Persépolis refirent enfin surface. Des fouilles mirent alors au jour de fabuleux bas-reliefs parfaitement conservés et les escaliers monumentaux qu'ils décoraient. Les archéologues venaient de découvrir un site d'une richesse inespérée. Ce site de Persépolis est un site assez imposant, on le voit de très loin dans la plaine. Il est situé à 80 km de Shiraz et est adossé contre le Kuhiramat, le monde de la miséricorde. La terrasse mesure 450 mètres sur 300 mètres et s'élève 12 à 15 mètres sur la plaine. L'emplacement choisi par Darius pour sa grande capitale défie. Au cœur du complexe se trouvait l'Apadana, la salle d'audience où Darius recevait ses sujets. Seules 10 de ses colonnes d'origine sont encore debout. À l'époque antique, 36 colonnes de 20 mètres de haut soutenaient un plafond de cèdre massif. Les murs étaient recouverts de somptueuses tapisseries. Cette salle gigantesque et luxueuse pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes.
Une telle salle, composée de colonnes de 20 mètres de haut, ça devait sembler surnaturel. Les visiteurs devaient lever les yeux et se sentir pétrifiés. On voit à quel point ces colonnes s'élancent vers le ciel. Elles supportaient un toit énorme en somptueux bois de cèdre massif. Ils devaient imprégner l'ensemble du lieu de cette odeur entêtante du cèdre du Liban. L'un après l'autre, les rois qui succédèrent à Darius poursuivirent la construction de Persépolis selon le plan qu'il avait défini. Xerxès, son fils, l'ennemi juré des Grecs, fit bâtir l'extraordinaire palais aux 100 colonnes. Nous pouvons même imaginer les appartements de Darius lui-même, un endroit auquel seuls ses conseillers les plus intimes devaient avoir accès. Les plaques en porphyre qui habillaient ces murs étaient si finement polies qu'on a appelé cette pièce la salle des miroirs. Ainsi, cet ensemble écrasant de puissance était aussi d'un luxe et d'un raffinement inouï. Mais à qui tout ce faste était-il destiné? Quelle était la fonction de cette incroyable capitale? Les bas-reliefs qui ornent les murs de ces escaliers nous donnent une indication sur le rôle que jouait la cité. Ils dépeignent les différents peuples de l'Empire se rendant à Persépolis pour y présenter leurs offrandes et leurs hommages au grand roi. On peut y reconnaître les Nubiens d'Afrique, les Lydiens venus de ce qui est aujourd'hui la Turquie, ou les Bactriens de l'actuel Afghanistan. Cette série de scènes décrit les porteurs de tribus en visite à Persépolis. Et tous sont chargés de présents venus des 4 coins de l'Empire. Les meilleurs chevaux, les chèvres laineuses des montagnes. C'est toute la richesse de l'Empire qui est apportée ici, au pied du grand roi. Ici, on peut voir un magnifique chameau. Ses traits sont incroyablement expressifs. Regardez le raffinement de ce bélier. Le moindre détail est représenté. Notez les motifs très stylisés de ces dessins. Par exemple, ici, comme il représente les boucles des cheveux et de la barbe d'une façon très artificielle. Et puis ici, en descendant, ce motif qui figure la toison du bélier. Cette façon de terminer ces triangles par de petites vaguelettes parfaites. Et pour terminer, ce petit bout de queue là en bas. Les costumes de tous ces ambassadeurs étrangers sont représentés avec un luxe de détails inouï. On voit clairement que les artistes perses étaient fascinés par la variété ethnique des visiteurs. C'était cela, la véritable fonction de Persépolis. Elle n'était pas un centre de pouvoir militaire ou administratif. Elle était d'abord et essentiellement un lieu de culte symbolique. De tous les coins de l'Empire, les peuples assujettis venaient ici porter leurs présents au roi. Le chemin à parcourir pour parvenir jusqu'au grand roi empruntait un parcours rituel au travers du complexe architectural. Il était conçu pour magnifier l'impact des bâtiments eux-mêmes. La montée de ces marches devait être une expérience émotionnelle incroyable. On voit bien que ces marches n'étaient pas faites pour être montées rapidement. Elles sont très basses. Elles imposent un rythme très lent. Tout est fait pour nourrir l'attente, sans doute pour faire ressentir la puissance du roi.
C'était en fait une sorte de procession qui menait jusqu'à lui. Ici, on voit les porteurs d'offrandes qui conduisent leurs chameaux. Ils apportent des coupes et des bijoux. Et il faut imaginer l'incroyable cacophonie qui les entoure. Alors on monte. Et pendant toute cette montée, le cœur bat de plus en plus fort. On entend parler des langues qu'on n'a jamais entendues, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Quand on arrive à cet endroit, je pense que les jambes se dérobent. Parce qu'on vient d'arriver devant ce qu'on appelle la porte des peuples. C'est le portail par lequel sont accueillis tous les visiteurs. Et immédiatement, on est confronté à cette image de la royauté. Des taureaux à tête humaine, symbole de la virilité royale, de la force et du pouvoir. On s'engage sous cet énorme portique et soudain, tout devient sombre. On vous retire jusqu'à la lumière du soleil et on vous dit de rester là et d'attendre. À ce moment-là, on se tourne et on est saisi par la vision de cette incroyable terrasse impériale. Et on sait que quelque part dans ces bâtiments, on va rencontrer le Créateur. On va voir le grand roi en personne. Alors on reprend sa marche, on s'approche. On a maintenant le cœur qui s'affole. Cette traversée doit paraître incroyablement longue. Si on vient d'une région reculée de l'Empire, jamais on n'a vu de bâtiment comme celui-ci. À l'époque antique, être autorisé à pénétrer sur la terrasse royale était presque une expérience mystique. Il règne ici une idée de perfection qu'aucun visiteur n'avait pu rencontrer ailleurs. Ils étaient totalement abasourdis. Alors, on gravit les marches de l'escalier royal. Et on se retrouve dans le Saint des Saints, au cœur du complexe. Devant vous se dresse maintenant le grand Apadana. Et c'est ici que commence le véritable mystère. Ici, on est au plus près de l'image que les rois de Perse voulaient donner d'eux-mêmes. Et le message qu'ils font passer